Et voilà. Alors, bonjour, bonjour tout le monde, chers Français, Françaises, amis. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'on est sorti de l'Union européenne. C'est plutôt attristant, mais on n'est pas là pour ça. J'ai des mots en anglais qui me viennent pour s'attrister quand même. On est là pour faire de l'information, pour essayer de donner de l'espoir et puis pour s'entraider parce que je crois qu'on est une communauté et qu'est-ce qu'on fait entre membres d'une communauté, c'est qu'on s'aide. Donc, on va parler des grandes problématiques par rapport à la sortie. On a récupéré beaucoup de questions par rapport à vos inscriptions, ce qui nous a bien aidé. Il y a à peu près une dizaine de problématiques. Et aujourd'hui, donc, je voudrais remercier pour commencer le sénateur Olivier Cadic, le conseiller des Français de l'étranger Christian Albuisson, l'avocate Nimini Rolans. Et puis, on aura aussi peut-être Christophe Westberg, qui est conseiller chargé des Français de l'étranger auprès du ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Et il va peut-être nous rejoindre, il pourra aussi nous aider à répondre à certaines de vos questions. On va commencer par des petites introductions, présentations de chacun d'entre nous. Et ensuite, on passera vers autour de 14h30 à un Q&A. Donc là, vraiment pour répondre à vos questions, si on peut y répondre, on ne pourra pas les questions qui sont plus difficiles. On fera notre mieux pour au moins vous dire où vous pourriez trouver des réponses. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Nicolas Hatton, je suis un Angevin qui habite à Bristol depuis 2008 et puis j'étais à Londres avant depuis 1995. En 2014, j'ai été élu délégué des Français de l'étranger sur la liste de Olivier Cadic et ça m'a donné un sens de responsabilité, j'imagine. Donc, 2 ans plus tard, 2016, c'est le choc frontal avec le référendum du Brexit. Et là, j'ai fondé The 3 Million avec vraiment ce sentiment que les choses avaient tellement changé. C'était vraiment, moi, le lendemain du référendum, j'avais vécu ça comme un deuil dans la famille et qu'il fallait faire quelque chose de fort pour pouvoir continuer à vivre ici, même si on se sent plus intégré de la même manière. On reste quand même chez nous. Et pour moi, c'est pour ça que la photo icône de The 3 Million, c'est la photo d'une foule avec les lettres « This is our home » devant Westminster. The 3 Million continue son combat. Vous avez peut-être vu notre campagne pour essayer d'avoir une preuve tangible de notre statut, une preuve physique, comme carte d'identité par exemple. Et ça continue. Et si ça vous intéresse, je vous encourage à souscrire à la lettre d'information. Je crois que c'est un combat d'une vie maintenant et ça va continuer. Donc, je veux quand même aussi vous remercier de tout votre soutien et support. Que je reçois des emails souvent. J'essaie de répondre à tous les emails et ça me fait continuer. Ça, c'est clair. Je vais passer la parole maintenant à Olivier Cadic, notre sénateur, nous les Français d'étranger. Bonjour, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'avoir l'opportunité de vous retrouver. Comme vous le savez, donc, pour certains d'entre vous, je représente tous les Français de l'étranger. Au départ, j'ai été élu au Royaume-Uni, mais ma circonscription aujourd'hui, c'est le Monde, au Sénat. Je vis toujours dans le Kent depuis 1997. J'ai mon settled status. J'ai aussi une activité professionnelle à côté. J'ai toujours mon entreprise qui est dans l'édition, qui m'amène à faire de l'import-export. On y reviendra. Alors, tout d'abord, merci Nicolas. Je suis vraiment fier de voir tout ce que tu as accompli pour les Européens au Royaume-Uni. Heureux des succès que tu as obtenus pour nous depuis 2016 avec les 3 millions. Je suis aussi heureux de retrouver Christian Albuisson. J'étais avec lui à Édimbourg à une certaine date, le 30 juin 2016.
C'était notre première conférence après le Brexit, puisque c'est arrivé quelques jours plus tôt. Mais en fait, l'objet initial de cette conférence, c'était plutôt les conséquences de la fermeture du consulat d'Édimbourg. Et ce jour-là, on a vu plus de 300 Français réunis à Édimbourg. C'était du jamais vu. Mais c'est vrai que s'ils étaient là, c'était pas tant pour la fermeture du consulat et le fait que certains services s'éloignaient, mais c'était surtout parce que le Brexit était un choc et que c'est un imprévu. Et cet imprévu, aujourd'hui, il fait partie de notre quotidien. Et je vais vous donner un exemple. Je suis rentré le 20 décembre chez moi à Canterbury. Je revenais puisque je siégeais à Paris. Et le plan, c'était simplement, j'arrivais le samedi vers midi et je devais repartir le lundi pour les fêtes en France avec ma famille, donc faire les valises. Et puis voilà. Et puis le 20, je suis arrivé et le 20 au soir, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de variant anglais, il n'y avait toujours pas de deal d'ailleurs qui était fait pour le Brexit. L'idée, c'était donc de revenir le 22 décembre, puis de rentrer en Angleterre le 8 janvier. En fait, peu d'heures, 2-3 heures après mon arrivée, Boris Johnson a annoncé donc sa nouvelle suite à l'arrivée du variant anglais, décision de fermeture ensuite des frontières côté français pendant 48 heures, la nécessité de faire un test Covid pour pouvoir revenir en France. J'ai réussi à revenir le 23 décembre et depuis les conditions ont encore changé. Pour moi qui faisais l'aller-retour, siéger en France au Sénat la semaine et revenir le week-end en Angleterre en restant bien dans ma voiture, tout ça aujourd'hui c'est absolument impossible pour moi puisque maintenant on demande des tests PCR au Royaume-Uni pour pouvoir revenir en France. J'ai plus cette possibilité de faire l'aller-retour comme je le fais. Depuis le mi-janvier, j'ai été obligé de louer un appartement à Paris, donc, puisque je suis maintenant dans une situation d'attente. J'ai dû prendre temporairement un appartement pour quelques mois en attendant que ça se règle. Et depuis le 31 janvier, comme vous, j'ai donc découvert que nous avions maintenant besoin de raisons impérieuses pour pouvoir sortir de France. Donc maintenant, si je voulais même rentrer chez moi, je ne pense pas que aller chercher son courrier serait considéré comme une raison impérieuse ou pouvoir s'assurer que la maison est encore en état. Toujours est-il que donc je dois patienter. Mais je reviendrai sur ce sujet lors des questions. Et d'ailleurs, je remerciais Christopher Weisberg hier du cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, puisque je parlais avec lui d'un certain nombre de difficultés pour les Français de l'étranger. Il m'avait gentiment proposé de se joindre à nous pour éventuellement compléter les réponses si c'était nécessaire. Mais à côté du Covid, il y a la problématique bien sûr du Brexit qui nous occupe au départ, puisque c'est une difficulté qui s'ajoute à l'autre difficulté. Dans le domaine du business, pour ma petite entreprise, c'est des difficultés à l'importation, des camions bloqués, on l'a vu début janvier, des problématiques de transporteurs qui sont inégaux. Certains transporteurs arrivent à passer, d'autres ont des difficultés. On voit que les transporteurs ne sont pas prêts tous de la même manière. On se rend compte aussi, là on nous a fait une facture de dédouanement incompréhensible. C'est quelque chose, c'est des frais qu'on n'a pas, par exemple, quand on envoie aux États-Unis, quand on transfère de la marchandise. Donc, il va falloir qu'on comprenne ce que c'est que cette histoire. Des difficultés à l'exportation aussi. Donc, puisqu'on a bien vu que nos distributeurs simplement ne savaient pas faire. Là, ils ont un mal fou, ils n'ont pas pu se préparer. Le deal est arrivé la dernière semaine de décembre. Et donc là, ils ne sont pas prêts, clairement. Ils sont en train de chercher des solutions. Et donc pour l'exportation, ça nous pose un certain nombre de difficultés. Alors tout ça pour vous dire que je mesure très bien les difficultés auxquelles vous êtes confrontés au Royaume-Uni. Je vis les mêmes avec ma famille. On a exactement les mêmes problèmes. Lors de mon message de vœux aux Français de l'étranger, j'ai envoyé une enquête flash. J'ai déjà eu 300 réponses venant du Royaume-Uni. On va faire une analyse complète. Je ferai le point sur toutes ces demandes, toutes ces questions, toutes ces suggestions que vous nous envoyez. Je ferai le point avec notre ambassadrice Catherine Colloda et notre consul général Guillaume Bazard, qui, je dois le dire, avec l'équipe du consulat, fait vraiment un travail remarquable. Je voudrais vraiment saluer l'équipe. Si on n'a pas toujours réponse aux questions,
regardez quand même toujours sur le site du consulat, il y a une FAQ, une foire aux questions très très bien faite. Ils font un travail de proximité très important et encore une fois, je veux vous dire que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller d'abord sur le site du consulat de France. Ensuite, écoutez, pour la suite, on va en reparler, je fais partie du groupe Brexit Refondation de l'Union européenne, puisque dans le cadre de ma commission des affaires étrangères et de la défense, nous avons un groupe de travail spécifique sur ce sujet. Le 16 février prochain, nous aurons une audition de l'ambassadeur du Royaume-Uni, suivie d'une audition de Michel Barnier. Beaucoup de questions se posent toujours et peinent à avoir encore une réponse claire. Mais ces points vont nous permettre d'analyser là où nous en sommes sur la mise en place de l'accord qui, je le rappelle, a tout juste été signé à la veille de Noël. Je vous remercie. Merci Olivier. J'espère que ton histoire personnelle, ton combat, toi, en tant qu'élu, et puis tu vois bien, tu comprends nos difficultés vu que c'est les tiennes aussi. Voilà. Donc, pour suivre, pour continuer, je vais demander à Christian de se présenter. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à vous joindre pour cette réunion. Je suis Christian Buisson, donc un des 3 élus des Français d'Écosse, un des 3 conseillers des Français de l'étranger, anciennement conseiller consulaire. Je suis en Écosse depuis presque 38 ans. Je me rappelle de l'époque où j'avais besoin d'un residence permit du gouvernement britannique pour rester ici, jusqu'au jour où, grâce à l'Europe, j'ai pu leur dire « Votre residence permit, vous pouvez le mettre à la poubelle ». Malheureusement, les choses ont changé depuis le 31 décembre à 23 h. Et je vais vous parler principalement aujourd'hui de la communauté française d'Écosse, mais bien entendu, la communauté française d'Écosse, du côté du Brexit, a les mêmes problèmes que la communauté française, que ce soit en Angleterre ou au Pays de Galles ou en Irlande du Nord. Nous avons aussi quand même, à certains égards, des choses différentes. Donc, si je peux dire quelques mots déjà sur les similarités, les problèmes que nous avons qui sont causés par ces changements. Ils ont rendu la vie évidemment très compliquée et ils ont eu des conséquences économiques et sociales négatives. Déjà, nous avons entendu le sénateur Khalid parler des problèmes d'exportation et d'importation. J'ai pu voir moi-même avec des Français d'Écosse à quel point leur business avait été affecté. Vous avez vu sans doute aussi aux informations que même les Britanniques et notamment les pêcheurs écossais se plaignent dans certains cas d'avoir vu leurs débouchés en Europe disparaître et de se retrouver presque du jour au lendemain sans activité. La même chose est arrivée donc, à certains de nos compatriotes qui font du commerce avec l'Union européenne, particulièrement avec la France, et qui sont soumis à plus de paperasse, plus de frais aussi supplémentaires, ce qui a affecté massivement la profitabilité de leur business et dans certains cas l'a rendu même impossible. Je connais des cas, j'en ai vu. Je suis aussi non seulement conseiller des Français de l'étranger, mais aussi président de la Société française de bienfaisance en Écosse, qui aide les Français en difficulté. Et vous pouvez imaginer qu'à cause du Brexit et à cause du Covid, nous avons à faire face à plus de cas de gens qui se retrouvent tout d'un coup sans emploi, sans revenus, et avec très peu d'aide parfois, surtout pour les self-employed du gouvernement britannique. Donc les self-employed ont été particulièrement touchés, et à cela je devrais ajouter qu'une des spécificités de la communauté française en Écosse, c'est que beaucoup de nos compatriotes travaillent dans le secteur du tourisme, ils travaillent dans l'hôtellerie, la restauration, et ce sont évidemment des secteurs qui ont été, le tourisme en général a été dramatiquement affecté par les effets combinés du Covid et du Brexit. Donc ça, c'est pour l'aspect, disons, les choses que nous avons en commun, les problèmes que nous avons en commun. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, une situation en Écosse qui est un peu différente à certains égards par rapport à ce que vous connaissez en Angleterre. Une situation d'abord politique, au fait que nous avons un pays, l'Écosse, qui a voté très significativement pour rester au sein de l'Union européenne. Du coup, la population et le gouvernement écossais, et même le Parlement écossais, ont montré leur soutien pour cette communauté. Par exemple, le gouvernement et le Parlement écossais ont maintenu le droit de vote des Européens aux élections législatives écossaises, d'autant plus important que nous allons avoir des élections législatives dans quelques mois. Tous les partis au Parlement ont été en faveur de cette mesure, sauf, je crois, les conservateurs. Ce n'est pas très surprenant. Le contexte politique de l'Écosse donc est assez différent. Il y a de nouveaux débats sur l'indépendance du pays, comme vous avez pu le voir.
Et vous vous souvenez sans doute qu'en 2014, quand nous avons eu un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, un des arguments en faveur de rester au sein du Royaume-Uni était qu'on pouvait garantir du coup, que l'Écosse resterait au sein de l'Union européenne. Bien entendu, tout ça a changé depuis 2016 et on peut sentir que dans les communautés européennes, notamment polonaises et aussi françaises d'ailleurs, beaucoup se posent des questions maintenant sur le futur de l'Écosse et comment l'Écosse pourrait éventuellement rejoindre l'Europe sans avoir à attendre le reste du Royaume-Uni. Une discussion qui va continuer donc dans les prochains mois. Je mentionnerai enfin ma dernière responsabilité. J'ai rejoint récemment le conseil d'administration de Citizens Right Project, une organisation écossaise qui aide les citoyens européens dans leur démarche avec les autorités britanniques. C'est une organisation qui est soutenue par le gouvernement écossais. C'est une organisation sœur des 3 millions qui travaille, d'ailleurs, nous travaillons en coopération et nous échangeons des idées. Vous pouvez avoir davantage d'informations sur cette organisation, sur son site Internet. Mais elle travaille donc, et je la soutiens déjà depuis déjà plusieurs mois sur des questions donc, de pouvoir rester en Écosse, de settle status et autres possibilités pour les citoyens européens de rester en Écosse et donc au Royaume-Uni. Enfin, je finirai cette petite introduction en vous parlant aussi d'une autre spécificité malheureuse de la communauté française d'Écosse et cette fois-ci qui est causée par nos relations avec le gouvernement français. Comme l'a mentionné le sénateur Cadic, les services d'état civil du consulat d'Édimbourg ont été transférés à Londres. Nous sommes loin de Londres. Cela a rendu la vie encore plus difficile à nos concitoyens, qu'ils soient d'ailleurs en Écosse ou même au nord de l'Angleterre, puisque les Français du nord de l'Angleterre trouvaient plus facile et moins coûteux d'aller à Édimbourg pour changer leur passeport. Cela gêne énormément notre communauté. J'ai beaucoup de compatriotes qui m'écrivent à ce sujet, car ils doivent faire de longs et coûteux voyages pour aller à Londres. C'est une situation difficile, notamment pour les familles, parce que les enfants ont besoin de renouveler les passeports plus régulièrement. Et bien entendu, dans le contexte du Covid, cette situation est encore plus délicate parce que les voyages entre l'Écosse et le reste du Royaume-Uni ont été réduits et le gouvernement écossais a vivement recommandé de ne pas se rendre en Angleterre. D'autant plus qu'il y a donc les variants maintenant, comme on les appelle, qui se développent dans le sud-est de l'Angleterre. Voilà, donc tout ça, juste pour vous montrer que les conseillers des Français étrangers ont beaucoup de pain sur la planche en ce moment entre le Brexit et le Covid, et aussi donc cette campagne que je fais pour rapatrier si possible les services consulaires à Édimbourg. Merci Christian. Et c'est vrai qu'en Écosse, on a toujours eu un vent plus favorable, on va dire, tous les Français ici vont pouvoir voter aux élections locales britanniques dans tout le pays, mais le droit de vote à ces élections n'est uniquement garanti qu'au Pays de Galles et en Écosse, en plus des élections législatives galloises et écossaises. Notre prochaine intervenante est Nilmini Rollans, qui a fondé elle-même un cabinet juridique, le Rollans Solicitors, qui est spécialisé dans les questions migratoires. Donc, à toi, Nilmini. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup, sénateur Cadic et conseiller Albuisson. Et je me sens très privilégiée d'être parmi vous, des participants, des intervenants très illustres. Je voulais juste présenter 2 concepts, en fait. Tout d'abord, parce qu'en tant qu'avocat d'immigration, ça fait quand même 30 ans que j'exerce dans ce domaine, mais j'étais choquée par le développement par rapport aux ressortissants européens pendant ces dernières quelques années. Ce qu'on appelle l'Appendix EU, qui touche les ressortissants européens, ça a développé à une vitesse incroyable, surtout l'année dernière, pendant toutes les négociations. Et c'est devenu très, très, très complexe. Ceci étant dit, le scheme, le programme de EU Settlement Scheme même, c'est censé être relativement simple. On peut faire une demande relativement simple. Mais ceci étant dit, c'est dommage que c'est les ressortissants européens qui vivent ici depuis des années sont obligés de faire une demande alors que ça a été beaucoup plus simple de faire une déclaration par rapport à tous ces gens qui vivent ici depuis des décennies. Maintenant, je voulais juste mettre l'emphase sur 2 points. D'abord, la documentation. Malgré ce que vous pensez de Brexit, il est très, très important de faire
une documentation par rapport à EU Settlement Scheme. Même si vous vivez ici depuis des décennies, faites la demande, s'il vous plaît, avant le 30 juin cette année. Sinon, vous allez vous trouver face à un hostile environment qui a été mis en place par Theresa May il y a, je pense que c'était en 2012 environ. Et ça veut dire que si vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas prouver le droit de rester ici. Vous ne pouvez plus ouvrir un compte en banque, vous allez perdre votre permis de conduire, vous ne pouvez plus travailler parce que vous ne pouvez plus prouver votre droit de travailler ici. Et vous ne pouvez plus trouver un logement parce que les propriétaires vont refuser de vous louer. Donc, il est très important de vous documenter avant le 30 juin de cette année. Et c'est simple à faire, une demande à partir d'une application. Faites-le, s'il vous plaît. Deuxièmement, je voulais parler aussi un petit peu de possibilités de travailler, de vivre en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, depuis la fin de la libre circulation des personnes. Maintenant qu'on est sorti complètement depuis le 31 décembre, le régime qui maintenant est en place pour les ressortissants européens sont beaucoup plus difficiles. Il faut faire des demandes de visa, il faut payer les frais très importants et il faut se qualifier pour l'entrée. Alors que pendant beaucoup de temps, on est habitué, les ressortissants européens, de venir comme ça, de venir travailler dans n'importe quel boulot. On peut venir du jour au lendemain et trouver un boulot dans un bar. On ne peut plus faire ça. Il faut maintenant faire une demande de visa sous une des catégories prévues par la loi domestique. Ce qui rend la vie beaucoup plus difficile pour les Français et d'autres Européens de venir s'installer au Royaume-Uni. Et les critères sont très rigoureux et très chers. Mais ceci étant dit, il ne faut pas être négatif parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, malgré le Brexit, malgré le Covid, malgré la récession peut-être aussi, qui va venir bientôt. Je pense que le Royaume-Uni reste un pays là où on peut vraiment faire du business, vraiment faire développer en tant que personne, en tant qu'individu, culturellement, c'est un pays très intéressant. Donc, il y a des possibilités de venir s'installer ici. Mais par rapport maintenant à la documentation, je vous dirais que même si vous avez la résidence permanente, permanent residence, sous les règlements, faites la demande parce que c'est plus valable maintenant. Donc, si vous avez vécu au Royaume-Uni dans le passé, il se peut que vous ayez le droit de revenir sous le EU Settlement Scheme, même si vous êtes en dehors du pays actuellement. Donc, renseignez-vous, faites une demande, et même si vous avez le statut Indefinite Leave to Remain et non pas Permanent Residence, là aussi, ça vaut peut-être le coup de faire une demande sur le EU Settlement Scheme, parce que les conditions sont plutôt favorables sur le EU Settlement Scheme. Ceci étant dit, il y a certains points là où il faut faire attention avec le EU Settlement Scheme, notamment si vous avez le Pre-Settled Status, parce que le temps que vous pouvez rester en dehors du pays du Royaume-Uni, c'est très limité. Alors que le site web de Home Office dit que vous pouvez rester en dehors du pays pendant 2 ans, en fait, si vous restez en dehors du pays pour 6 mois ou plus, vous pouvez perdre l'occasion de vous qualifier pour Settled Status après. Et il faut faire très attention si vous n'avez que le Pre-Settled Status. Si vous avez le Settled Status, là, vous pouvez rester en dehors du pays pendant 5 ans. Donc, c'est moins précaire comme statut, mais ceci étant dit, vous pouvez le perdre aussi si vous restez en dehors du pays trop longtemps. Deuxièmement, par rapport aux possibilités de travailler au Royaume-Uni après, la catégorie la plus importante, ça va être le Skilled Worker Route. Et c'est basé sur un système de parrainage. On ne peut plus travailler dans des petits boulots. Il faudra se qualifier pour ce qu'on appelle le Skilled Worker. Et il faut avoir une offre de boulot auprès d'un employeur qui a une sponsor license, une licence de parrainage. Donc, il faut que le boulot même, c'est à un certain niveau, niveau au moins bac, c'est-à-dire niveau 3.
et il faut que vous remplissiez certaines d'autres conditions pour pouvoir avoir un visa de skilled worker. Et si vous voulez étudier au Royaume-Uni aussi, là aussi, il faudra vous faire parrainer dans l'avenir. Ça veut dire étudier dans une institution qui a un student sponsor license. Donc, les conditions sont très, très différentes auxquelles vous étiez habitué. Voilà ce que je voulais dire. Et aussi, par rapport au rapprochement de conjoints, il y a des conditions qui sont beaucoup plus rigoureuses à remplir si vous voulez venir dans l'avenir. Donc, si vous qualifiez pour quelque chose sous le EU Settlement Scheme maintenant, faites la demande maintenant, avant le 30 juin, notamment pour les parents dépendants. Faites-le avant le 30 juin parce qu'après, il faudra prouver la dépendance, alors que pour l'instant, c'est présumé. Donc, il y a comme ça certaines conditions à remplir et il faut faire attention à ces conditions-là. Voilà, j'espère que ça a été utile comme introduction. Et maintenant, à vous encore, Nicolas. Merci Nelmini. Oui, très utile. Beaucoup de questions qui nous arrivent. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par des questions qui nous ont été posées lors de l'inscription avant de passer aux questions live. Et il y a Amélie qui, sinon, répond aux questions dont elle connaît la réponse sur le Q&A. Alors, on va commencer sur la mobilité, parce que je crois que c'est vraiment le sujet en ce moment qui est de pointe. Et alors, j'avais une question, et ça, je demandais à Olivier de répondre. Donc, ça, c'est une question qui disait trajet en France avec mon compagnon britannique pour aider ma mère à déménager. Quarantaine, aller-retour, test de dépistage, annulation d'avion, longue attente d'aéroport. C'est plus un constat. Mais quel est ton avis sur la mobilité? Qu'est-ce que tu veux dire aux Français du Royaume-Uni à ce sujet-là? Et j'ai aussi vu un commentaire par Hervé Hatt dans le chat sur la colère, en fait, hein, la colère qu'on a un sentiment d'interdiction de rentrer dans le territoire français. Oui, bah, écoute, merci Nicolas. Et bah, je pense que c'est vraiment une belle opportunité de répondre aux commentaires là, qui vient d'être fait et donc aux questions sur le sujet. Alors, tout d'abord, c'est la responsabilité du gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Il faut 2 minutes se mettre à la place des gens qui sont aux commandes. Moi, je suis parlementaire et mon rôle, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Et donc, la responsabilité de l'exécutif, c'est de prendre des décisions. Et là, ici, sur cette question, c'est une question évidemment très grave. Le gouvernement est attendu toutes les semaines sur ce sujet. Il y a une semaine, on pensait qu'on allait être confiné en France. Finalement, le gouvernement a pris d'autres décisions en disant on pense qu'on peut encore éviter le confinement. C'est une situation qu'on a connue l'an dernier. Ils cherchent à l'éviter, ils savent les conséquences. Pour l'instant, les statistiques leur permettent de penser que parce que les Français sont raisonnables, font attention, donc on arrive encore à contenir pour l'instant les chiffres, mais ça peut changer demain. C'est l'exécutif, c'est le ministre, le Premier ministre qui sont en charge, qui ont cette responsabilité-là. Il ne faut jamais l'oublier, parce que les Français qui se souviennent, par exemple, de l'affaire du sang contaminé et comment des ministres ont été traduits ensuite en justice, ils ont une responsabilité. Ils peuvent être traduits éventuellement en justice s'ils font preuve de trop peut-être de laisser aller. Il y a des personnes qui verront des proches qui disparaîtront, qui pourraient se retourner à ce moment-là contre l'exécutif s'il ne prend pas des décisions qui nous protègent. Donc, il ne faut jamais oublier cette situation parce que quand on est dans l'hémicycle, on est face à l'exécutif et moi, je suis face à des gens qui ont une lourde responsabilité sur les épaules et j'y pense toujours. Alors, ils ont pris une décision, c'est le 31 janvier, effectivement, de fermer les frontières extérieures à l'espace européen. C'est un choix. Et ils ont décidé, non pas que c'était interdit de rentrer, mais que pour pouvoir rentrer, il fallait évidemment un test PCR de moins de 72 heures, mais ça vaut pour tous les Français, pour tous les gens qui viennent de l'étranger aujourd'hui, et ça valait déjà pour les Français du Royaume-Uni depuis le mois de décembre.
Donc là, rien n'a changé. Il faut maintenant toujours le test PCR. Mais en plus, il faut justifier d'une raison impérieuse. Donc, on ne peut pas dire que nous nous empêchons, que les Français ne peuvent pas rentrer en France. C'est le cas, par exemple, des Marocains. C'est ce qui se passe pour les Marocains. Ils ont interdiction, eux, de rentrer dans leur pays. Et d'ailleurs, il y avait des Marocains, à un moment, qui manifestaient devant le consulat à Istanbul. Donc, il faut avoir un motif impérieux. On se trouve exactement dans la même situation que les Français des DOM-TOM. Ils sont exactement dans la même situation que les Français de l'étranger hors espace européen. Ils ne peuvent pas venir, par exemple, depuis La Réunion, revenir dans l'Hexagone, sauf, comme pour nous, la question d'un motif impérieux. Un Français qui réside en France ne peut pas, lui, davantage quitter le territoire sans cette raison impérieuse. Cette situation, elle prévalait pendant le confinement, où il était interdit de se déplacer en France sans raison impérieuse. C'était pareil, ce n'est pas vraiment nouveau. Une liste non exhaustive de motifs a été publiée. Je rappelle, elle n'est qu'indicative. La notion de motif impérieux n'est pas définie par le législateur. C'est une question dont on a beaucoup discuté justement pendant le confinement. Alors, l'objectif du gouvernement, tel que je le comprends, c'est de dissuader, pas d'interdire le retour. Dissuader les allers-retours, justement. Et vous voyez, c'est comme ça que j'ai commencé moi-même. J'allais et venais, je rentrais le week-end, je revenais. Là, pour des raisons sanitaires, on nous demande, pour ne pas participer à la propagation de la pandémie, on nous demande pendant un temps de ne pas passer la frontière, sauf encore une fois, cette raison impérieuse. Les gens donc, peuvent venir à la frontière, justifier d'un test PCR négatif, une attestation qui doit être présentée avec un justificatif, qui normalement, si on vient par avion, sera contrôlé par la compagnie aérienne. Donc je pense à l'Eurostar à l'entrée. Je pense que ce sont les agents de police qui relèvent du ministère de l'Intérieur, des douanes, qui vont regarder le document, l'attestation, qui sera jointe pour savoir s'ils peuvent passer ou pas. Je dis bien qu'il est inutile d'aller voir le consulat pour demander si c'est possible pour rentrer ou pas avec le justificatif. Ce n'est pas du tout leur rôle. Alors, sur le plan du droit, puisque je voyais que des gens faisaient valoir le principe constitutionnel. Bon, il faut savoir qu'un principe constitutionnel prédomine nettement aujourd'hui, c'est celui du droit à la protection de la santé. C'est dans la Constitution. Et lorsque deux principes constitutionnels sont en conflit, c'est le Conseil constitutionnel qui établira la hiérarchie. Mais aujourd'hui, en temps de pandémie, c'est la santé publique qui prévaut sur beaucoup d'autres. Donc, évidemment, pour ceux qui s'inquiètent sur le fait de ne pas pouvoir rentrer en France, évidemment que le droit à rentrer en France ne peut pas, l'interdiction donc de rentrer en France, ça ne peut pas prospérer de façon permanente face à l'impératif de lutter contre la propagation de l'épidémie. Donc, pour l'instant, c'est transitoire, c'est une situation et c'est justement pour protéger les Français. J'ai parlé hier à un ressortissant français aux États-Unis, puisque j'avais une visio avec les Français de Washington. Il a introduit un référé liberté devant le Conseil d'État sur ce sujet. Moi, j'attendrai la décision avec intérêt, mais à titre personnel, je vous dis, je serais vraiment surpris que cette démarche prospère. Côté politique, puisque là aussi, on peut me demander quelle est ta position sur le sujet. Moi, pour ma part, je plaide pour une approche raisonnable et compréhensible de la situation. Je voudrais vous rappeler, puisque vous êtes des Français du Royaume-Uni comme moi, que ce sont des Français du Royaume-Uni qui sont revenus en France pour Noël, qui ont été désignés comme responsables de l'importation du variant britannique en France à Noël dernier. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont été stigmatisés que nous avons été stigmatisés. Il faut y penser. Et pourtant, donc, ça aurait pu être facile. Mais donc, il faut quand même faire très attention dans les demandes, parce que je ne pense pas que les Français qui se plaignent aujourd'hui sont des Français irresponsables. Donc, vouloir revenir en France, c'est peut-être, possiblement, emmener le virus en France. Et donc, si c'est pour des raisons impérieuses, les Français comprendront. Mais si ce n'était pas pour le cas, alors forcément, à la fois les Français de l'étranger pourraient être, je dirais, stigmatisés
et donc le gouvernement a attaqué sur la question. Je me souviens aussi que j'ai été le premier à mettre en cause le gouvernement sur le fait qu'il n'y avait pratiquement aucun contrôle aux frontières au début de la pandémie, alors que d'autres pays prenaient ces dispositions. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier donc, cette question et on ne peut pas… moi, je ne voudrais pas que les Français de l'étranger se reçoivent avec le reproche de légèreté coupable sur la question. Donc, je n'ai pas envie qu'ils soient montrés du doigt. Donc, effectivement, je plaide pour la raison. Et le fait qu'on soit responsable, qu'on attende pendant quelques jours, quelques semaines à mon avis, qu'on prenne nos dispositions. Mais évidemment, les raisons impérieuses sont décrites. Il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique. On l'a vu en France pendant le confinement, dans les adaptations. Et moi, je n'ai jamais eu de difficulté avec les conseillers du ministre pour être entendus quand il y avait des cas particuliers. Et je voudrais en particulier, je reviens sur l'humanisme de notre consul général Guillaume Bazard, parce que quand c'était interdit pour les étrangers de rentrer en France quand il y avait le confinement, les Français pouvaient toujours rentrer sous conditions effectivement impérieuses déjà, mais les étrangers ne pouvaient pas rentrer. Et avec Guillaume, suite à la demande d'une Française, il y avait une Roumaine qui était à Londres et on avait vraiment besoin qu'elle revienne en France parce qu'il y avait une Française âgée, isolée, qui ne parlait que roumain, qui ne parlait plus que roumain. Et cette personne, il fallait vraiment qu'on la fasse rentrer pour pouvoir assister cette personne âgée. Avec Guillaume, avec les services du consulat, nous y sommes parvenus. Donc, sachez que tout le monde prend cette situation, comprend la situation, la gravité de la situation. Il y aura toujours des cas particuliers. Nous les traiterons avec humanisme. J'ai aucun doute sur le sujet. Merci Olivier. Et j'aimerais aussi ajouter que les règles, c'est pour les voyageurs, ça dépend pas d'une nationalité, c'est pas restreint aux Français, c'est-à-dire que c'est pour tous les résidents ici, s'ils ont besoin de rentrer en France, il faut qu'ils justifient d'un motif impérieux. Ça n'a aucun rapport par rapport au fait qu'on soit français ou roumain ou anglais ici. Ça répond aussi à la question de Julie, je pense. On va passer à un autre sujet. On va essayer de traiter toutes les problématiques. La deuxième, c'est par rapport au settled status. Donc, je vais demander à Neil Mini de répondre. J'ai fait une demande au titre de settled status il y a 2 mois et je n'ai pas de nouvelles. Quand est-ce que je recevrai, s'ils acceptent la demande, que se passe-t-il s'ils la refusent? Ok. Déjà, si vous n'avez pas eu de nouvelles, vous pouvez toujours téléphoner au EU Settlement Resolution Center 0300 123 7379 pour voir ce qui se passe. Mais sinon, s'ils acceptent la demande, ça dépend si vous avez une résidence continue depuis 5 ans au Royaume-Uni. Si vous avez cette période de continuous qualifying period de 5 ans, à ce moment-là, vous allez recevoir settled status, un statut permanent. Si vous n'avez pas 5 années, même si vous êtes là depuis que 2 jours jusqu'à la date de 31 décembre 2020, même avec 2 jours de résidence, vous pouvez faire une demande auprès de ce programme. À ce moment-là, vous n'auriez que pre-settled status. Et c'est pour une période de 5 ans. Et pendant ces 5 ans, vous avez le droit de rester ici, d'accéder à NHS, de faire tout comme si vous avez le droit, c'est un droit temporaire en tout cas. Donc voilà les 2 possibilités. Mais par contre, il faut faire très attention quand vous avez un pre-settled status de faire une demande de settled status avant que ça ne périme. Parce que c'est un statut qu'on peut perdre très facilement. Et comme je vous dit tout à l'heure, vous pouvez la perdre plus facilement si vous êtes en dehors du pays aussi, trop longtemps. Voilà les 2 possibilités. Merci. Alors, il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. J'avais pris une autre, c'était j'ai un statut dans le cadre du IUSS, donc c'est le status. Mon fils est né au Royaume-Uni il y a 3 ans. Pendant combien de temps mon pre-settled status me protégera-t-il et quels sont les problèmes probables si nous quittons le Royaume-Uni pour passer du temps chez nous en France?
Ok, donc justement, le pre-settled status, on peut le perdre plus facilement. Si, normalement, on peut garder le pre-settled status jusqu'à 2 ans d'absence du pays. Maintenant, c'est une question de garder le statut de pre-settled status. Mais ça ne veut pas dire que si on est en dehors du Royaume-Uni, qu'on peut préserver la résidence continue pour se qualifier pour settled status. Ça, c'est un autre concept. Du coup, si vous avez le pre-settled status, actuellement, ne restez pas en dehors du Royaume-Uni plus que 6 mois. Parce que sinon, vous risquez de perdre votre possibilité de se qualifier pour settled status après. Parce que vous allez rompre la période continue de 5 ans pour se qualifier pour settled status. Ceci étant dit, si on est en dehors du pays pour une raison importante, par exemple la naissance d'un enfant, la grossesse, les études à l'étranger, un posting overseas, à l'étranger, jusqu'à 12 mois et une seule période d'absence de 12 mois, à ce moment-là, il se peut qu'on n'a pas interrompu cette période de qualification vers le settled status. Donc, mais c'est un peu précaire quand même. Il faut faire une demande et espérer que le Home Office va accepter cette raison importante. Covid, ça peut être une raison importante aussi. Du coup, je dirais, ne restez pas en dehors du pays pour plus de 6 mois si vous n'avez que pre-settled status. Maintenant, si vous avez eu settled status, par contre, là, vous pouvez rester en dehors du pays jusqu'à 5 ans. Donc, il faut distinguer ces deux statuts. Si vous avez permanent residence, vous pouvez faire une demande sous le régime EU Settlement Scheme. Et à ce moment-là, vous pouvez rester, si vous avez un settled status à partir de ce moment-là, vous pouvez rester en dehors pendant 5 ans. Avec permanent residence, aussi, on perdait le statut au bout de 2 ans. Donc, il faut faire très attention si on a pre-settled status. Maintenant, vous avez parlé d'un enfant qui est né sur le territoire du Royaume-Uni. S'il est né après qu'on a reçu le settled status, l'enfant est automatiquement britannique. Donc, il suffit de faire une demande de passeport britannique pour lui. Si vous êtes devenu settled après sa naissance, à ce moment-là, il est éligible pour s'inscrire comme britannique. Donc, il faut distinguer les deux. Ça dépend quand est-ce que vous avez reçu le settled status. Merci Mini. On retournera à ce problème-là autour de 3 heures. On va continuer à avancer sur les questions qu'on a reçues lors de l'inscription pour essayer de passer en revue toutes les problématiques. Donc, prochaine question pour Christian, cette fois-ci, en tant que conseiller des Français de l'étranger. Donc, quelqu'un qui disait qu'il avait besoin ou qu'elle avait besoin de refaire une demande de passeport, justement, pour faire sa demande de settled status. Que dirais-tu à cette personne? C'est vraiment... depuis que je suis un élu, j'arrête pas de me battre au sujet de ces questions de passeport. Il faut, j'ai vu que certains posaient la question aujourd'hui, il faut aller au consulat pour faire la demande de passeport. À moins que vous ayez une tournée consulaire qui vienne dans votre région. Elles sont généralement surbookées parce que elles sont prioritisées pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, les familles nombreuses, etc. Mais si vous voulez faire la demande de settled status, je pense qu'il faut vous souvenir aussi que le document que vous allez utiliser, c'est le document qui va être contrôlé quand vous voyagez après. Donc, si vous utilisez un passeport, par exemple, et que vous changez le passeport, ou comme moi d'ailleurs, vous l'avez perdu avec votre portefeuille ou quelque chose, il faut à nouveau informer le Home Office du changement de document, et ça, vous pouvez le faire en ligne. Je crois qu'on peut aussi utiliser les cartes d'identité pour faire la demande de settled status. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Autrement, oui, vous avez besoin d'un passeport à jour. C'est préférable. Les passeports maintenant durent, il me semble, Olivier, c'est 15 ans peut-être ou 10 ans. Non, c'est 15 ans. 10 ans? Ou c'est 10 ans. C'est 10 ans. C'est les cartes d'identité qui peuvent maintenant durer, qui sont prolongées jusqu'à 15 ans. Oui.
Donc, il faut passer par là, il faut absolument aller à Londres. Et le problème, c'est que, justement, avec le Covid particulièrement, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'impossibilité de… Et je sais que le consulat de Londres est aussi sous pression parce que les équipes sont réduites. Je crois qu'ils ont 3000 passeports encore à livrer qui sont faits. Donc, toutes les administrations sont plus lentes. Quelqu'un posait des questions aussi, j'ai vu, au sujet des demandes de settled status, etc. J'ai eu plein de Français qui habitent en Écosse et qui m'ont dit qu'ils avaient eu du mal à avoir des National Insurance Numbers, toutes sortes de choses. Mais c'était long, et ça finit par arriver. Mais simplement, c'était beaucoup plus long que d'habitude. Pour les renouvellements de passeports, justement, j'en parlais à Guillaume Bazard, le consul général, et ils sont débordés. Ils ne renouvellent que les passeports qui vont être périmés dans le mois qui suivent. Et il faut que la personne puisse justifier aussi du besoin d'avoir un passeport renouvelé à ce moment-là. Faut espérer que la situation sanitaire s'améliorera pour que les services consulaires vont s'améliorer. Mais il y a quand même un problème par rapport à la simplification de ces démarches consulaires. On n'habite pas tous Londres et plus on est loin, plus c'est difficile et plus c'est coûteux en plus. Je sais qu'Olivier en a beaucoup parlé, ça fait 20 ans qu'on en parle, et il y a eu des améliorations et on a un consul général qui nous écoute beaucoup, mais ça avance trop lentement pour nous, faut bien dire. Et si tu me permets sur le sujet, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et quand j'étais à Édimbourg le 30 juin 2016 avec Christian, c'était justement pour dire que nous cherchions à faire avancer une alternative à notre fonctionnement et plutôt se tourner sur la façon dont procèdent les Allemands, qui permettent aux consuls honoraires de faire les prises d'empreintes biométriques, qui évitent justement aux citoyens d'aller vers la capitale. Ça serait d'autant plus judicieux aujourd'hui en ces temps de Covid. Donc, à la place, les gens des consulats vont faire des tournées consulaires, Christian l'a dit, avec une mallette pour faire les prises d'empreintes, mais ça nécessite beaucoup de préparation, ça nécessite aussi de s'inscrire à l'avance. Quand on est en Écosse, forcément, il y a quand même une communauté assez importante, donc tout le monde ne va pas forcément être servi. Et puis, l'agent du consulat, quand il est à Édimbourg, pour faire ça, il n'est plus à Londres. Ça veut dire que l'équipe de Londres a été réduite et donc on ne prend plus autant de personnes qui demandent un passeport sur Londres. Donc, c'est une forme de jonglage. Donc, ça fait vraiment plusieurs années que je milite pour ça. C'est le ministère de l'Intérieur qui est opposé. Il y a un vrai sujet là-dessus. Il faut le comprendre. En France, il y a aussi parfois la main droite qui ne fonctionne pas avec la main gauche. Je pense que les gens du ministère des Affaires étrangères, des consulats, seraient ravis si on pouvait mettre en place un système comme le font les Allemands. Ceci étant, pour l'instant, c'est le ministère de l'Intérieur qui bloque. Mais ça reste un sujet crucial, d'autant plus, tu le dis, ce n'est pas que pour les Français d'Écosse, c'est aussi pour… on peut être à York, à Leeds, Manchester. Ce sont aussi des allers-retours pour la journée, se déplacer. Donc, c'est un vrai sujet qui reste d'actualité et sur lequel moi, je souhaite continuer à essayer d'avancer. Il n'y a pas de raison que les Allemands puissent le faire de cette façon et que nous n'y parvenions pas. D'accord. Si je peux ajouter à ça… Olivier Cadic m'a vu à l'œuvre de réunions annuelles à l'ambassade de France avec les consuls honoraires et les conseils consulaires et j'ai explosé littéralement à un moment parce qu'ils étaient tous pressés d'avoir leur déjeuner et je les ai arrêtés. J'ai dit non, vous ne partez pas déjeuner tant qu'on n'a pas parlé de cette question. Je ne me suis pas fait beaucoup d'amis ce jour-là. Et mes priorités, c'est de servir mes constituants, pas l'administration française, qui fait toujours la sourde d'ailleurs quand on parle de ce sujet. Et moi, j'étais très fier de te voir justement réagir comme ça, ne pas lâcher. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut montrer qu'on ne lâche pas sur des vraies préoccupations de nos compatriotes. C'est uniquement ça qu'on a en tête dans ces moments-là. Et j'ai été observé et je peux en témoigner. Bravo encore. Merci. Nilmini, tu peux intervenir? Je voulais savoir si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à statut permanent. Parce que la seule façon de vérifier qu'on a le droit de revenir au Royaume-Uni pour toujours,
ce sera si on si on a la nationalité britannique. Maintenant, une fois qu'on a le statut de settled status, au bout d'1 an, une fois que vous avez ce statut-là, vous avez le droit de faire une demande de nationalité britannique. Il y a certaines conditions à remplir. On ne peut pas être en dehors du pays pendant 450 jours pendant les dernières 5 années. Si vous êtes marié à un Britannique, c'est 270 jours sur 3 ans. Mais on a cette possibilité aussi de se qualifier pour une demande de nationalité britannique, une fois qu'on a le settled status au bout d'1 an. Il y a autre chose que je voulais demander. Là, peut-être, sénateur Cadic et conseiller Albuisson peut aider les compatriotes français. C'est le gouvernement britannique a introduit une condition dans le Nationality Guidance l'année dernière. C'est-à-dire, pour les étudiants, les gens qui sont autonomes, les self-sufficient persons, qui font une demande de nationalité, ils ont introduit un good character requirement. Et parmi les good character, ils ont introduit tout d'un coup l'année dernière le fait d'avoir eu comprehensive sickness insurance. Donc, la maladie, assurance maladie complète comme une condition de nationalité pour les étudiants et les autonomes. Maintenant, Theresa May avait annoncé en octobre 2017 que pour avoir le EU Settlement Scheme, on n'a pas besoin d'avoir eu Comprehensive Sickness Cover. Tout ça, c'est bien bon, mais ça, c'est au moment de la demande de EU Settlement Scheme. Maintenant, pour la nationalité, s'ils introduisent ça comme une condition de good character, alors qu'avoir l'assurance maladie, ça n'a rien à voir avec la moralité de quelqu'un, il me semble que c'est quelque chose qui n'est pas très juste. Donc là, peut-être, c'est sénateur Cadic et conseiller Albuisson, vous pouvez, et aussi bien que le 3 million, Nicolas, vous pouvez intervenir pour essayer de faire changer la politique là-dessus du gouvernement britannique. Ben, je réponds parce qu'effectivement, c'est quelque chose sur laquelle on travaille avec O3 Million, essayer de faire changer la position du gouvernement britannique pour enlever cette condition pour l'accès à la citoyenneté britannique pour ceux qui voudraient devenir franco-britanniques. C'est difficile, c'est un contexte quand même où le Home Office n'écoute très peu ce qu'on leur dit et dans le Brexit, ça leur a donné des ailes en plus. Mais c'est effectivement un sujet qui nous inquiète. Pour l'instant, on nous dit que c'est pas utilisé, c'est-à-dire que ils ont changé la guidance, mais c'est pas utilisé. On a eu des exemples dans ce cas-là, mais on n'aime pas trop l'idée qu'il y a une sorte de discrétion du Home Office pour savoir qui va venir anglais ou pas. J'aimerais retourner aux questions parce qu'il est déjà 3h moins 5 et la prochaine question, alors c'est une question qui revient souvent. J'aimerais peut-être demander à Olivier. Comment organiser sa retraite après une carrière entre la France et le Royaume-Uni? Je suis français, je réside en Angleterre depuis 17 ans, je compte passer la retraite en France dans quelques années, sera-t-il possible? Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Oui, merci Nicolas. Juste avant, par rapport à ce qui a été dit par rapport au gouvernement britannique, pour le faire évoluer, il ne faut pas oublier que moi, en ma qualité de parlementaire français, je me dois une forme de réserve. Je m'occupe donc des lois dans notre pays et c'est en ce sens que le rôle avec les 3 millions, avec Nicolas, était parfaitement complémentaire parce que lui peut faire je dirais, peut interpeller les autorités britanniques. Pour moi, c'est beaucoup plus délicat. Je fais passer des messages via l'ambassadeur du Royaume-Uni. Évidemment, je relaye tout ce que Nicolas peut faire dans ses demandes vis-à-vis du gouvernement britannique. Moi, je passe toujours par l'ambassadeur, mais il est très délicat et vous pouvez le comprendre de ne pas faire... il faut que je garde une forme de réserve quand même dans l'action vis-à-vis des autorités britanniques.
Donc, pour revenir sur le sujet de la retraite, c'est effectivement, ça fait partie des sujets qui nous remontent dans l'enquête Flash. Et très honnêtement, je ne vais pas y répondre là aujourd'hui, d'autant que tu dis qu'on est limité par le temps et je le comprends parce qu'en fait, il faudrait vraiment une réunion complète dédiée à ce sujet. On attend toujours des clarifications sur plusieurs questions. On nous dit que les réponses peuvent encore évoluer dans certains cas. Toujours est-il que la bonne nouvelle, c'est qu'il y ait quand même eu un deal à la fin de l'année. Et ça règle, ça va nous donner quand même des bonnes bases qui nous rassurent quand même pour la suite. Mais toujours est-il que j'attends encore un certain nombre de clarifications. Ça fera partie de nombreuses questions, certainement, que j'aurai à poser à Michel Barnier dans une dizaine de jours. Avec ça viendra aussi la question des comptes bancaires. Parce qu'il y a un certain nombre de problématiques qui sont liées aussi au versement de la retraite. C'est parfois la question de la fermeture des comptes bancaires. Je ne vous parle pas des Français de Cuba où que j'ai pu avoir à traiter pour les retraités qui ne pouvaient plus toucher leur pension parce que les banques françaises ne voulaient plus envoyer d'argent à Cuba pour ne pas avoir de problème avec les autorités américaines. Et toujours est-il que actuellement, pour les Français de l'étranger, cette question de compte bancaire est un cauchemar parce que quand on a une retraite, il faut aussi pouvoir se la faire verser. Les Français de l'étranger d'Afrique, d'Amérique latine, souvent ont leur compte maintenant bancaire fermé en France d'autorité. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont liés. Donc, les retraites, pour ceux qui ont des fonds de pension au Royaume-Uni, je dirais que la principale préoccupation, c'est de voir que la valeur du fonds a baissé. Pour certains, c'est plutôt ça, ça aussi c'est une préoccupation, mais c'est encore un autre sujet. Mais on reviendra, on va revenir vraiment spécifiquement sur ce sujet. Ok, on fera un nouveau webinaire à mon avis. Donc il y a aussi la question de la fiscalité qui revient assez souvent. Beaucoup d'inquiétudes par rapport au changement du régime fiscal en tant que résident au Royaume-Uni avec une résidence secondaire en France ou par rapport aussi à la fiscalité pour les entrepreneurs qui travaillent dans les deux pays. Mais c'est des questions qui sont complexes, hein, et c'est vrai que je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on puisse faire venir des experts et qu'on fasse un webinaire spécifique par rapport aux questions de retraite et de fiscalité, peut-être sur un seul webinaire. Oui, alors là, les questions de fiscalité, il y a aussi un autre sujet, c'est que le Royaume-Uni sortant de l'Union européenne va se poser la question de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers en France, puisque le traitement n'était pas le même pour les Français de l'espace économique européen et ceux qui étaient en dehors. Ça rejoint, je vois qu'il y a la personne qui parlait justement sur la question de mobilité, qui revient d'ailleurs sur le sujet en disant des citoyens européens d'autres pays de l'Union européenne ont des avantages par rapport aux Français qui veulent revenir depuis le Royaume-Uni. Non, c'est pas comme ça. Le problème, c'est que c'est pas simplement les Français qui vivent au Royaume-Uni, même un Italien qui vit au Royaume-Uni aura le même problème que le Français s'il veut revenir. Et ça va être pareil pour les CSG-CRDS. C'est que jusqu'à présent, donc on ne la payait plus, la CSG-CRDS, quand on ne la paye pas, quand on est dans l'espace économique européen pour les revenus des produits immobiliers. Quand on est par exemple aux États-Unis, on la paye. Donc la question, on va passer justement dans la mauvaise case du fait que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Donc il y a certaines choses qui vont changer. Par contre, la convention fiscale bilatérale entre la France et le Royaume-Uni n'a pas changé. Ce n'est pas parce que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne que le traitement fiscal change, puisqu'on garde toujours cette convention fiscale bilatérale. Donc, encore une fois, c'est un sujet, je pense, à part, parce que ce sujet n'intéresse pas tout le monde. C'est toute la difficulté quand on fait un webinaire, c'est qu'on vient pour un sujet et ça couvre. Et si on va trop sur un sujet en particulier, en fait, on perd beaucoup de personnes qui assistent. Mais j'insiste, malheureusement, et ce n'est pas de mon fait, je pense que ce n'est pas du fait des panélistes, nous n'y sommes pour rien. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et ça change énormément de choses. Et donc, on ne fait que commencer à découvrir que nous ne sommes plus dans l'espace économique européen. Ça n'est que le début, malheureusement.
Merci Olivier. Alors, Christian, les permis de conduire. Beaucoup de questions. Dois-je avoir un permis britannique et repasser le permis si je veux garder mon permis français? Il y a d'autres questions dans l'autre sens. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que mon permis britannique marche quand je vais en France pour aller voir mes parents ou voir des amis? Je sais que tu as la réponse. On peut faire simple et on peut faire compliqué. Je vais essayer de faire simple. Je vais me focaliser sur les questions de permis traditionnels de voitures et de motos et oublier pour le moment les camions, etc. Et aussi les régions, puisque l'Irlande du Nord a un statut très légèrement différent. D'une manière générale, pour tout ce qui est séjour court, un séjour de vacances, séjour de voyage d'affaires, vous pouvez utiliser un permis britannique pour aller en France, vous pouvez utiliser un permis français pour venir en Grande-Bretagne. Pour ce qui est des séjours longs en Grande-Bretagne, je vous conseille de toute façon vivement de visiter les sites des gouvernements français, des gouvernements britanniques, uk.gov, etc. Et j'ai vu aussi un site intéressant sur cette question, askthepolice.uk. Mais d'une manière générale, le permis français est toujours utilisable en Grande-Bretagne jusqu'à ce que vous ayez l'âge de 70 ans. Si vous venez à l'âge de 67 ans ou plus en Grande-Bretagne avec un permis français, il sera toujours valide pendant 3 ans, donc au-delà de 70 ans. Mais autrement, pour tout le monde qui a la chance d'avoir moins de 67 ans, vous aurez donc la possibilité d'utiliser votre permis français. Je crois que les choses étaient assez différentes d'ailleurs il y a environ 30-35 ans, parce que j'ai dû changer à l'époque mon permis français pour un permis britannique. Pour ce qui est dans l'autre sens, si vous avez un permis britannique et que vous déménagez en France avec l'intention de rester en France, là, je crois que votre permis sera valide pendant 1 an. Après, il faudra sans doute demander un permis français. Et si vous allez sur le site du gouvernement français, vous trouverez les papiers à remplir. Voilà, là, j'ai fait simple. On peut faire plus compliqué aussi. Merci Christian, ça me paraît parfait. Effectivement, il y a quand même pas mal d'informations en ligne. C'est nickel. Je vais revenir à Nilmini pour la prochaine question qui retourne sur la question de statut. Donc, cette question, c'est j'ai vécu et travaillé au Royaume-Uni pendant de nombreuses années en tant que serveuse, mais je n'ai pas pu rentrer au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 pour faire une demande dans le cadre du Settled Status. Donc, et comme beaucoup d'Européens qui sont partis à cause de la pandémie, alors je ne sais pas si cette personne, c'était son cas, qui ne sont pas rentrés. J'aimerais revenir au Royaume-Uni et travailler à nouveau. Est-ce possible? Donc, en fait, c'est une question de sens. Hein. Est-ce qu'on peut faire une demande sur une période dans le passé de l'étranger? Est-ce qu'on peut faire ça? Et, ou sinon, quel est le régime dans lequel on peut faire sa demande? Oui, tout à fait. Si on a été au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2020 en tant que travailleur ou une résidence sur le territoire avant cette date-là, même si on est en dehors du pays actuellement, vous pouvez faire une demande sous le régime de EU Settlement Scheme de l'extérieur. Vous pouvez faire une demande d'entry clearance de l'extérieur. Maintenant, est-ce qu'on peut se qualifier? Ça, c'est autre chose. Ça dépend de la période là où vous étiez au Royaume-Uni. Si c'était dans le passé très lointain, il faut voir si vous avez eu le permanent residence. Mais le problème, c'est que le permanent residence, ça se perd au bout de 2 ans aussi. Donc, c'est pas évident. Ça dépend quand était la présence au Royaume-Uni. Si c'était plus récent, dans les 2 dernières années, oui, là, bien sûr, vous faites une demande sous le EU Settlement Scheme de l'extérieur, une visa de entry clearance. C'est une demande de visa de l'extérieur. Est-ce qu'on peut venir travailler si on ne se qualifie pas sous le EU Settlement Scheme comme serveuse? C'est pas évident parce que maintenant, les possibilités de travailler, c'est beaucoup plus limité. Comme on avait dit tout à l'heure, si vous qualifiez en tant que travailleur qualifié, skilled worker, on peut venir sous parrainage pour venir travailler au Royaume-Uni. Ou bien vous vous qualifiez sur une autre catégorie de visa qui vous permettra de venir s'installer et travailler ici. Il y a d'autres catégories, bien sûr. Il y a, si vous êtes étudiant déjà,
vous pouvez travailler un petit peu en dehors des études, mais ça ne veut pas dire travailler à plein temps, sauf pendant les vacances. Mais là aussi, comme on avait dit tout à l'heure, il faut que vous qualifiez sous le régime de sponsoring en tant qu'étudiant. Il faut que vous trouviez un student sponsor pour venir étudier. Si vous venez en tant qu'un époux de quelqu'un, si vous avez un visa de conjoint, là, vous pouvez travailler aussi. Donc, si vous êtes exceptionnellement talentueux sous le Global Talent Scheme, à ce moment-là, vous pouvez venir travailler. Donc, il y a d'autres catégories de migrants sur lesquelles vous pouvez vous qualifier pour l'entrée. Si vous ne vous qualifiez pas pour rentrer sous le EU Settlement Scheme. Alors, une autre question qui se pose pour beaucoup. Mes parents âgés sont en France et je voudrais qu'ils me rejoignent au Royaume-Uni. Je les ai aidés autant que possible. J'ai obtenu un statut dans le cadre du IUSS. Donc, c'est quelqu'un qui a ce statut qui pourrait faire venir ses parents âgés au Royaume-Uni. Okay. Là aussi, puisque le EU Settlement Schemes, la définition de dependent relative et parents, c'est plus large, plus facile que sous la loi domestique. Donc, si vous avez un parent âgé, faites une demande EUSS Family Permit. Et si c'est un parent, faites la demande avant le 30 juin, comme on avait dit tout à l'heure, parce que la dépendance, c'est présumé pour le moment. Après le 1er juillet, il faut prouver la dépendance. Donc, ça va être plus difficile. Et si jamais vous ne qualifiez pas sous le EU Settlement Scheme pour le regroupement familial, sous la loi domestique de Adult Dependent Relative, c'est très, très complexe, très cher, très difficile. Donc, autant que vous qualifiez sous le EU Settlement Scheme, faites-le maintenant. Et si la relation familiale, ça existe déjà avant le 31 décembre 2020, vous pouvez faire la demande ultérieurement si rien ne vous empêche de faire le regroupement familial beaucoup plus tard. Mais il faut que la relation familiale existe déjà à la date de 31 décembre. C'est-à-dire, par exemple, si vous vous mariez maintenant, vous êtes soumise à au régime britannique domestique, ce qui est beaucoup plus difficile. Pour un conjoint, il faut prouver, par exemple, qu'on a 18 600 livres de salaire avant de pouvoir sponsoriser un époux ou une épouse sous la loi domestique, alors que c'est beaucoup plus facile sous EU Settlement Scheme ou avant sous les règlements. Donc, les questions de groupement familial, c'est compliqué, effectivement. Hein. Et si vous regardez le webinaire, trouvez de l'aide, mais peut-être la charity Settled, des avocats qui travaillent pro bono, mais parce que chaque cas est assez particulier. Je vais remettre le lien pour Settled, parce qu'effectivement, ils ont un adresse email, ils travaillent en français en plus. Donc, ça peut être utile. Alors, la prochaine question, c'est la thématique de la santé. Peut-être Olivier. Donc, beaucoup d'incertitudes par rapport à la garantie de nos droits au service de santé, même si on a le settled status. Est-ce que tu veux répondre à ça? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que quand même, l'accord de sortie, l'accord qui a été signé en fin d'année dernière a quand même permis que nos cartes IIC soient maintenues. Donc, tous les résidents britanniques peuvent continuer à avoir une prestation de santé quand ils vont en France, sous le même régime qu'avant, en fait. Et que nous, avec un settled status, on a accès aux soins du NHS de la même manière. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olivier, de manière un peu plus spécifique? Non, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont sur le site du consulat. Donc, je renvoie au site du consulat, toujours. C'est peut-être un des points sur lequel il y a le moins de changements. Par contre, ceux qui n'ont pas encore reçu leur settled status, c'est plus un problème, vu qu'ils ils ont toujours accès aux soins de santé d'urgence, mais pas les soins de santé ordinaires.
Donc, c'est pour ça qu'avoir un statut, pour ceux qui n'ont toujours pas fait leur demande, c'est risqué, c'est sûr, et que faut vraiment tout faire en sorte pour avoir comme un statut pour maintenir ses droits. Il y a une question écossaise, Christian. Retour en France. Alors ça aussi, c'est notre 10e problématique. On a fait 9. Donc beaucoup de gens qui y pensent et il y en a qui le font. Donc question sur l'emménagement en France avec un mari écossais, Christian. Est-ce que tu connais un peu les questions comme celle-ci? Alors d'abord, je ne comprends pas, quand on habite en Écosse, pourquoi on voudrait quitter ce pays merveilleux. Est-ce que le mari écossais a la nationalité française aussi et l'a demandé, ou est-ce qu'il est purement écossais? Ça, c'est peut-être un facteur important. Beaucoup de couples franco-écossais ont fait naturaliser le partenaire qui était britannique. Ça, ce sont des choses maintenant qu'on peut faire. On peut faire des cérémonies à Édimbourg. Avant, il fallait que j'aille à Londres pour ces cérémonies. Donc, je voudrais pouvoir approfondir cette question avant de donner une réponse. Et cette personne, donc, je lui recommanderais de m'écrire avec vous en Écosse sur Facebook. Et je pourrais suivre, comme je le fais pour d'autres personnes qui me posent des questions, plus en détail que donner des réponses qui demandent justement d'avoir une meilleure connaissance du dossier. Je suis méfiant à l'idée. J'ai été juriste moi aussi dans le passé. Et je préférerais que cette personne donc, se mette en contact directement avec moi sur Avec vous en Écosse et on pourra regarder en détail la situation de son mari. Ok, mais merci Christian. J'ai mis le lien sur le chat. Hein, donc, ça sera. Les gens peuvent vous contacter de cette manière-là. On va continuer maintenant. Donc, il est 3h15. On va faire encore quelques questions, puis on fera une conclusion vers 3h20. Je sais qu'on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais s'il y a des questions qui ont l'air très urgentes, on va essayer de répondre aux gens par email. Et puis, je crois qu'on voit qu'il y a quand même un besoin de continuer ces sessions d'information. Donc, et peut-être et je pense qu'on va les faire d'une manière plus thématique par la suite. Donc, si on obtient la nationalité britannique, faut-il en informer le consulat de Londres? Quelqu'un veut prendre cette question? Je ne pense pas, en fait. Être binational, c'est pas quelque chose qui est... alors, on va prendre une autre question. Et en tout cas, il n'y a certainement pas d'obligation. Non. Alors, j'ai une lettre du Home Office qui date de 1982 et qui me confirme que je suis free to remain indefinitely in the UK. D'après ce que j'ai lu sur le site gov.uk, ce n'est pas nécessaire de faire dans ce cas une demande de settled status. Est-ce bien certain? Et faut-il que je présente cette lettre à chaque fois que je rentre en Grande-Bretagne? Nilmini, tu veux répondre donc pour les Français qui habitent depuis longtemps, qui ont déjà un statut d'avant le traité de Maastricht. Donc, ça peut être aussi un tampon dans le passeport. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, si on a indefinitely to remain sous la loi domestique, indefinitely to remain sous les Immigration Acts, plutôt que sous les lois européennes. À ce moment-là, vous êtes sûr de l'avoir, c'est un statut permanent. Ça aussi, ça peut se perdre au bout de 2 ans d'absence de Royaume-Uni. Donc, il y a une règle qui s'appelle Returning Residence Rule, ce qui veut dire qu'il faudra que vous rentriez au Royaume-Uni avant 2 ans, si vous avez indefinitely to remain, pour ne pas le perdre. Si vous avez ça sur un vieux passeport, vous pouvez faire transférer ça dans un nouveau passeport. Ça, c'est possible. Il faut faire une demande de transfer conditions. Et ils vont vous transférer l'étiquette sur un nouveau passeport. Sinon, vous voyagez avec l'ancien passeport et ça, pour le moment, ça devrait aller, mais il vaut mieux faire le transfert relativement vite. Voilà, indefinitely to remain, ça va, mais si vous avez permanent residence sous
les règlements européens, à ce moment-là, il faudra faire la demande sur EU Settlement Scheme. OK. Il y a beaucoup encore de questions par rapport au statut. La période pour perdre son statut, c'est de 5 ans si on déménage du Royaume-Uni. Est-ce que ces 5 ans doivent être continus ou pouvons-nous vivre en dehors du UK pour 4 ans, rentrer 1 an et repartir pour 2 ans? Oui, tout à fait. Les 5 ans continuent. Ça veut dire que si vous revenez pendant ces 5 années, même pour 2 jours, rendre visite au Royaume-Uni, vous redémarrez les 5 ans. Donc, c'est 5 ans continu. Donc, c'est une bonne idée de revenir chaque quelques années quand même pour maintenir ce statut. Alors, faire une cérémonie de British Citizenship est-il une raison prioritaire pour refaire un passeport périmé? Il faudrait demander au consulat. Je pense que oui, parce que c'est quelque chose quand même qui ne peut pas être reporté. Mais il faudrait demander au consulat. On peut les contacter par email en ce moment au consulat. Donc, ils prennent un peu de temps pour répondre parce qu'ils sont assez débordés. Mais il faudrait vraiment leur demander. Alors, une autre question. Faut-il présenter un document justifiant chaque réunion sur soi présentée pour contrôle de police à frontière? Donc, à mon avis, c'est sur les motifs impérieux, à mon avis. Est-ce que quand on passe à la frontière, on a besoin d'avoir une déclaration sur soi, Olivier? C'est bien ça. Donc, en fait, c'est cette déclaration qui va avoir le motif impérieux pour justifier son passage à la frontière, c'est ça? On a déjà, moi qui passais, j'ai envie de dire toutes les semaines, hein, dans les deux sens. Je revenais en début de semaine pour venir siéger, j'avais un document qui justifiait mon déplacement, puisque déjà à l'époque, il fallait avoir une raison, et parce qu'il y avait comme ces contrôles qui étaient faits. Donc, il faut avoir ce document, on peut le télécharger, je crois même que vous pouvez le charger depuis le site du consulat. Sinon, on pourrait le trouver et mettre le lien. Je me demande si Amélie ne l'avait pas déjà mis sur le côté là. Donc, il faut avoir le document qui justifie. Encore une fois, la raison impérieuse, elle est décrite, mais impérieuse, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, il y a une règle qui s'applique, mais j'ai une raison impérieuse, c'est le droit pour tout le monde. Je suis obligé de passer quand même parce que j'ai ce besoin qui est impérieux. Donc c'est ça fait quand même aussi appel à la raison. Je dis, juridiquement, ce n'est pas défini ce qui est impérieux. Donc on donne, il y a des exemples forts qui sont mis. Après ça dépend aussi de la personne qui contrôle. Il y a eu une histoire, si je me souviens bien, l'année dernière. Je crois que c'était un fils qui voulait aller voir son père mourant sur l'île de Ré. C'était une raison impérieuse. Il était en France, hein. C'était une raison impérieuse pour lui et il n'a pas été laissé passer par le policier. Ça a fait une histoire absolument incroyable. Donc, ça peut se retourner sur la personne si elle fait un excès de pouvoir, mais ça fait partie aussi de l'organisation. Il ne faut pas oublier, hein, on a un droit certainement à rentrer si on a une raison impérieuse. Mais la personne qui va contrôler, effectivement, doit regarder. Elle ne peut pas aller non plus trop loin parce qu'il y a aussi il y a des limites. Je vois par exemple pour les raisons sanitaires. Donc, il faut avoir une opération, il faut avoir une raison médicale. Après, il y a un moment où ça s'arrête dans la justification parce qu'il y a aussi le secret médical. On n'est pas non plus obligé de tout dire. Donc, à partir du moment où la raison impérieuse est forte et quand on a affaire à quelqu'un de raisonnable en face de soi, voilà, ça passera. Maintenant, il n'y a pas je dirais, il y a une liste, la liste qui a été donnée permet quand même à un certain nombre de personnes d'y aller tout à fait tranquillement. Au moins, quand la liste est claire, enfin, pour ceux qui sont dans ces cas-là, au moins, ils savent, ils peuvent le justifier, il y a le document qui va avec. Après, c'est indicatif, il peut y avoir d'autres cas, on ne va pas tous les faire, mais effectivement, ça fait appel il faut télécharger le document, l'avoir rempli, parce que si on arrive en France qu'on n'a pas le document, là, c'est sûr, c'est l'amende.
Après, quel est le pouvoir de reconduire, je dirais, vers un autre pays? Ils n'en ont pas. S'il y a un litige, moi, de mon expérience, la personne va prendre une amende et puis voilà, il va passer. Mais après, c'est pour ça que je dis toujours, ça fait appel à la raison. Parce que la septaine, vous faites une déclaration sur l'honneur. On n'est pas un pays policier comme d'autres où on vous bloque dans un hôtel ou comme à Singapour, la poignée de la porte, je dirais, vous ne pouvez pas sortir simplement parce que tout de suite, ils le sauraient et vous seriez poursuivi. On n'a pas de moyens aujourd'hui en France pour aller au-delà. Donc, on reste quand même un pays de liberté qui fait appel à la raison, à la confiance des citoyens. C'est pareil, si au bout de 7 jours, alors que normalement vous prenez l'engagement de faire le test, vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité que vous engagez. Et puis, vous engagez le collectif. Donc, moi, je fais toujours cet appel à la raison. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est pour dissuader, c'est pour faire en sorte que les gens ne propagent pas le virus. C'est ça. C'est que, parce que parfois, on peut porter le virus sans le savoir. Et donc, c'est une difficulté. On est face à une pandémie que personne n'attendait, ultra complexe. Simplement, il y a un an, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait nous arriver. Voilà. On a géré quelque chose d'historique et chaque soir, on entend le nombre de morts dans chaque pays que cette pandémie fait. Voilà, moi, j'appelle simplement à la responsabilité et bien réfléchir quand on le fait, mais on a parfois des raisons impérieuses, elles sont notées, elles doivent être respectées et ça vaut, comme ça le valait l'an dernier, ça le vaut maintenant. Et voilà, donc il faut télécharger le document, le test PCR de moins de 72 heures et ne pas oublier la septaine en arrivant et le test au bout de 7 jours. Voilà, je reviens d'Afrique, j'étais en Afrique parce que j'avais une mission il y a un peu plus d'une semaine au Mali et au Burkina Faso, puisqu'on va avoir le débat mardi sur l'opération Barkhane. Et donc, je suis rentré, je me suis mis en septaine. Je veux dire, j'ai fait mon test hier, je reprendrai les débats mardi, mais c'est une obligation à laquelle on se plie. J'y étais donc, je veux dire, on s'y est plié et tous par exemple, ceux qui travaillent dans les ambassades, les diplomates ont reçu une lettre, un email il y a une dizaine de jours en leur disant qu'ils ne pourraient plus pas rentrer en vacances en France, qu'il fallait obligatoirement qu'ils restent dans leur poste, interdit pour eux de revenir, interdit aussi, ils demandent aux ayants droit de ne pas venir, donc aux familles, ça fait une affaire absolument très forte pour les personnels, parce que là encore, nous on est au Royaume-Uni, mais il faut imaginer quand vous êtes dans un pays comme le Mali ou le Burkina, où vous vivez avec un environnement, avec une pression, où là vous sortez pas de chez vous, vous êtes un peu confiné, pas seulement à cause du Covid, mais aussi à cause du risque terroriste. Vous avez envie de pouvoir aussi sortir de ce climat-là et de pouvoir retrouver votre famille pendant quelques semaines. On vit tous une période ultra compliquée. Il y a 3 jours, j'étais avec les Français du Liban. Eux, ils n'ont même plus accès à leur compte en banque. Ils ne peuvent plus sortir que $150 par semaine pour faire vivre leur famille. 70% de la population est sous le seuil de pauvreté. On a un monde en ce moment qui devient vraiment compliqué et c'est pour ça qu'il faut que chacun comprenne que ces difficultés, on doit les aborder collectivement. Voilà, donc c'était le message pour ça. Merci Olivier. Alors, je suis vraiment désolé, il y a énormément de questions. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Ce que je vais faire, c'est qu'on va récupérer toutes les questions. On va publier un Q&A sur notre site et j'enverrai le lien du site à tous les gens à vous tous et à ceux qui sont inscrits qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. On va conclure. Alors, pour conclure, on va faire dans l'ordre inverse des prestations du début. Donc, ça va être d'abord Némini, ensuite Christian, ensuite Olivier, et moi je vais finir. Merci. Ok, d'abord, merci beaucoup à vous, Nicolas, et à Olivier et Christian pour tous les renseignements que vous avez apportés et l'occasion l'opportunité de présenter aujourd'hui. En conclusion, j'aimerais dire, documentez-vous. Ça, c'est le plus gros message. Et respectez les délais.
et faites attention, renseignez-vous, prenez des conseils. Et il faut savoir aussi que la loi, c'est quelque chose de dynamique, ça change tout le temps. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, ça peut évoluer et ça peut changer. Donc, même ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à 5 ans, vous pouvez rester dehors tant que vous revenez pour 2 jours. Aujourd'hui, ça marche, mais d'ici quelques années, ils peuvent changer la loi. Par exemple, le returning residents, ils ont commencé, les gens qui ont indefinitely to remain, il faut revenir pour résumer la résidence permanente. Donc, à une époque, il y a les officiers d'immigration qui empêchaient les gens de rentrer en disant que vous venez pour une visite seulement, donc voilà, vous êtes visiteur. Donc, il faut faire très attention parce que la loi évolue et les attitudes évoluent. Donc, dès qu'il y a un changement de politique dans le pays, les officiers qui administrent ces lois changent un peu leur attitude aussi. Donc, restez vigilants, renseignez-vous, prenez des conseils chaque fois. Voilà. Merci, Émilie. Christian? Oui, je voudrais d'abord dire, avant de conclure, vous m'avez peut-être vu sourire par moments. Ce n'était pas parce que je ne trouvais pas les sujets sérieux, mais il y avait 3 raisons pour ça. La première, c'est que mon laptop était sous l'assaut de mes chats, que j'ai essayé de repousser pour qu'ils ne nous dérangent pas. Le deuxième, c'est parce que je lisais certains de vos commentaires aussi, qui étaient amusants. Et le troisième, c'est parce qu'à un moment, Olivier Cadic m'a piqué ma conclusion. Donc, je vais essayer malgré tout de conclure. Je voulais dire, et tant pis si je reprends certaines des choses qu'Olivier a dit, mais les problèmes soulevés par le Brexit n'ont fait que commencer, en fait. Certains des problèmes, par exemple, économiques associés au Brexit vont prendre du temps à se manifester. Certains ont été immédiats, il y en a d'autres qui vont prendre du temps. Et c'est pareil pour tout ce qui est aspect administratif, etc. Et comme on vient de le dire, il y a peut-être des choses qui vont changer aussi, des réglementations et autres. Le Brexit a eu un effet dévastateur sur nos communautés qui vont continuer. Et pour reprendre d'ailleurs ce qu'a dit Nicolas en début de session, c'est grâce à la solidarité, je pense, la solidarité entre les Français au sein du Royaume-Uni et les Français avec les autres communautés européennes que nous pourrons arriver à défendre nos intérêts dans le contexte du Brexit. Nous avons mentionné les organisations qui aident les citoyens européens. Il y a donc 3 millions, il y a Citizen Rights Project, comme je l'ai mentionné. N'hésitez pas à soutenir ces organisations, n'hésitez pas à offrir votre aide et aussi votre aide financière si vous pouvez. Et donc, pour dire un tout petit mot sur l'Écosse encore, j'ai eu l'opportunité à un moment de parler. Il y a une réunion du Sunday Times à Édimbourg où il y avait le ministre écossais du Brexit ainsi que Michael Gove, qui est maintenant dans le gouvernement britannique, où j'ai soulevé la question que va-t-il se passer pour les citoyens européens. Ce qui a été merveilleux pour moi, ça n'a pas été la réponse de Michael Gove, loin de là, mais ça a été surtout le fait qu'après cette session, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire « We are with you », on vous soutient. Donc, nous avons du soutien à travers le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de gens qui sont désolés de voir le Brexit arriver et aussi désolés de voir les limitations qui peuvent être mises à l'accès au status pour des Européens. Donc aussi dans nos communautés, dans nos voisins, nos amis britanniques peuvent nous aider. Je continuerai en tant qu'élu, si je suis réélu, à travailler sur tous ces défis posés par le Brexit. Je sais qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. J'ai vu qu'il y avait presque 200 questions. Alors, en ce qui concerne, si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me contacter avec le Facebook, donc avec vous en Écosse, et généralement, je réponds à toutes les questions. Merci encore. Merci Christian. Olivier? Oui, merci Christian aussi pour tes mots. Le 20 décembre, quand je suis rentré, on ne savait pas quelles allaient être les règles du Covid qui nous arrivaient. On ne savait pas que ce variant anglais provoquerait un tel séisme dans notre fonctionnement pendant les fêtes. On ne savait même pas si on allait avoir un deal. C'était le 20 décembre. Par rapport au Covid, il faut qu'on reste solidaire. Il faut penser à l'autre tout autant qu'à soi. J'ai le droit de rentrer si c'est impérieux, mais j'ai aussi le devoir de ne pas ramener le virus. Donc l'un va avec l'autre. Cette solidarité est fondamentale. Puis il y a les suites du Brexit. Nous ne sommes plus dans l'Union européenne, ça y est, c'est fini. Quand j'avais rencontré Rees-Mogg au Parlement britannique, je lui avais dit « Donnez-moi un argument, pas deux, un argument qui justifie
qu'on sorte de l'Union européenne, pour moi, par exemple, qui suis un entrepreneur français au Royaume-Uni. Il m'avait dit, vous serez totalement libre. On voit le résultat aujourd'hui. Quelle liberté on a gagnée. Mais nous devons nous faire à cette idée. Ce n'est pas notre décision. La nouvelle relation doit se construire. Christian l'a dit avec justesse, elle va prendre du temps. Il faut qu'on reste unis, responsables. Alors, avec Christian, pour les Français d'Écosse, ils ont perdu leur consulat, mais qui sait, ils vont peut-être avoir un jour une ambassade de France. Avec Nicolas, pour poursuivre ton action avec les 3 millions pour tous les Européens sans discrimination qui vivent au Royaume-Uni et les Français. Et je veux vous dire la même chose que ce que vient de dire Christian. N'hésitez pas à nous contacter. Nous serons heureux de vous aider donc, à surmonter vos difficultés. Nous sommes à vos côtés. On va se battre avec vous. Merci. Merci Olivier. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. J'aimerais quand même finir cette réunion sur un message d'espoir. Entre le Brexit et la Covid, on vit un moment très difficile. J'ai de la chance, j'ai mon ami avec qui je partage ma vie, j'ai ma fille que je vois tous les autres week-ends, mais je connais beaucoup de personnes qui sont seules. Et si vous pouvez avoir une pensée, si vous connaissez des gens qui sont seuls, appelez-les. Essayez de faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls. J'ai vu un commentaire de Nadine qui nous disait merci parce qu'elle s'est sentie moins seule à cause du webinaire, ça m'a beaucoup touché. Essayons de sortir de ce bourbier ensemble. On a une responsabilité un peu personnelle pour faire en sorte que ça se passe mieux pour tout le monde, et puis à un niveau collectif pour que nous, en tant qu'Européens, on puisse continuer à habituer dans le pays qu'on appelle home, mais c'est chez nous en fait. Et si vous voulez rejoindre notre Million, on a des opportunités pour les bénévoles. Et puis, il y a quand même un projet de reconstruction, je pense, par rapport au futur du Royaume-Uni, et on doit y être inclus, c'est évident. Donc, encore un grand merci. On vous contactera par email avec un Q&A, plus de questions, et puis on fera d'autres webinaires plus spécifiques. Je suis vraiment, vraiment bouleversé par le soutien que j'ai reçu aujourd'hui, et vraiment, je veux encore vous dire merci. Stay safe, passez une bonne fin de journée, et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir.